Pour monter des équipes de chercheurs, je suis tout à fait d'accord avec toi, Achille. Il faut qu'on s'appuie effectivement sur les syndicats de mineurs qui existent encore, même si c'est des retraités, on peut se faire aider par les retraités, mais je dirais se faire aider. Il faut donc trouver des jeunes, des militants plus jeunes, des chercheurs plus jeunes, qui s'appuient justement sur l'expérience des anciens et sur leurs connaissances. Comme il y a beaucoup de mes anciens élèves qui sont à la fac d'Albi, je vais essayer de voir un peu ça avec eux parce que j'ai l'impression que ça traîne. Alors il faudrait aussi mettre dans le projet que les équipes, disons, d'intellectuels qui démarrent la chose, entraînent avec eux et prennent contact avec les militants ouvriers par l'intermédiaire des syndicats et pas uniquement de la CGT. Il faut faire très attention là. Il faut aussi être très ouvert et contacter FO et la CFTC, il y a quelques cas de CFDT, mais finalement, au moment de la scission, chez les mineurs, la majorité de la CFTC est restée à la CFTC. Et il faut absolument trouver des gens ouverts assez, parce qu'il y a ça aussi qui compte. Il y a peut-être des possibilités, oui, qui ne sont pas exploitées sur le plan local parce que les gens sont sectaires, quoi, disons les choses comme elles sont. Il faut absolument briser ça aussi, nous. C'est aussi le rôle du maîtron. Je suis une fille des premières permissions de la guerre de 14. Je suis né le 31 mai 1916, pas très loin de Paris, en Seine-et-Marne, à Fontenay. C'est exactement tout près de Nangy. Mon père appartenait à un régiment qui a été parmi un des plus éprouvés de toute la guerre. Il s'était engagé dans les Zouaves. Et il faisait sa période militaire quand la guerre a éclaté. Autrement dit, il était mobilisé déjà avant la guerre. Et c'est un régiment qui était commandé par Mangin, qui a été surnommé le mangeur d'hommes. C'était des régiments algériens, par conséquent, qui étaient constamment en première ligne et qui ont donné d'une manière épouvantable pendant toute la guerre. Alors, mon père s'est conduit en véritable héros, il n'y a pas d'autre terme, un héros militaire. Et il a été tué dans des conditions terribles parce qu'il appartenait à la première vague d'assaut. Et d'ordinaire, quand on envoyait la deuxième vague d'assaut, on relevait les blessés. On n'a pas relevé les blessés. Nous savons qu'il était blessé à la tête. Ils ont été enterrés vivants par la deuxième vague d'assaut et on ne l'a jamais retrouvé. Ce qui fait que nous, on n'était pas pupille de la nation, ma mère n'était pas veuve de guerre. Il a fallu des années avant que la situation soit rétablie. On n'a jamais retrouvé son corps. Ce qui fait que ma mère, qui avait fait un mariage d'amour, a attendu mon père toute sa vie, pensant que comme certains prisonniers de la guerre de 14 sont revenus des années après, parce qu'ils étaient revenus à pied, ça on n'en parle jamais, en se traînant à travers l'Europe d'extrême limite où ils avaient été faits prisonniers par les Allemands et mis du côté de la Prusse orientale par là. C'est mes grands-parents qui m'ont élevé, mes grands-parents maternels, qui étaient ouvriers agricoles en Brie, à 50 km de Paris, donc, à Fontenay. Et il n'y avait pas de vie politique chez mes grands-parents. Mais il y avait quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ma grand-mère, maternelle donc, qui était de Montereau, a eu son père fusillé par les Allemands à la guerre de 70. Sa mère est devenue folle, et elle a été mise dans un orphelinat, bien entendu. Les orphelinats en 70, ils étaient tous religieux. Et ma grand-mère a bercé toute mon enfance de toutes les misères qu'elle avait connues quand elle était dans cet orphelinat religieux. Elle a mis ça sur le compte des sœurs. Je pense qu'à l'époque, un orphelinat, même laïque, ne devait pas être beaucoup plus reluisant. Enfin, il était religieux, alors elle est devenue très très anticléricale. À 18 ans, elles l'ont placée comme femme de chambre à Paris, si bien que j'avais une grand-mère qui avait malgré son origine, qui avait des manières, qui se présentait bien, qui avait été femme de chambre, et qui s'était mariée, ça je n'ai jamais su dans quelles conditions, avec un ouvrier agricole de la Brie, qui lui a fait 2 filles, et qui est mort de la maladie du siècle, il est mort tuberculeux. Et elle s'est remariée, pour élever, je pense, ses 2 enfants, parce qu'elle n'avait rien, avec alors un ouvrier agricole que j'ai toujours considéré comme mon grand-père, qui m'a élevé, qui était
totalement illettré, qui de toute sa vie, même en 1930, n'a jamais mis ni chaussures dans ses pieds, n'a toujours marché qu'en sabot, n'a jamais voulu prendre le train, ni monter en vélo, ni en auto. Autrement dit, un homme très très brave, mais extrêmement primitif, mais qui avait un corps d'or, quoi. Et c'est lui qui m'a élevé. J'étais insupportable, mais j'ai été élevé dans la plus totale liberté. Jamais je n'ai subi aucune contrainte. Et je suis très reconnaissante à mes grands-parents. J'étais très serviable, mais si on me contrariait, j'étais très 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 coléreuse. Mais j'étais très bonne élève. Alors, malgré très indisciplinée, mais j'arrivais, malgré mes zéros de conduite à peu près régulières, à me maintenir dans le haut de la classe. Et alors là, je suis tombé sur une institutrice qui n'était pas de la région parisienne, qui était de Carcassonne. Émigrée là, je ne sais pas pourquoi, mais qui était très très sévère et vraiment, mais très bonne institutrice, mais dans les anciennes méthodes, tout à fait, quoi. Et elle battait en particulier, elle giflait et elle tapait avec une baguette sur les doigts. Et elle a compris qu'elle m'avait eu 1 an à l'école, en école maternelle. Puis après, j'étais parti avec mes grands-parents. Et déjà à l'école maternelle, je lui avais joué un tour qui était assez extraordinaire. J'avais 6 ans, quoi. Je sortais de... C'était pas des vraies écoles maternelles, c'était... Et elle était très très rigide. On sortait en récréation et il fallait que tout le monde fasse pipi au même moment. On rentre de la récréation, je sais pas, peut-être 5 minutes après. Je lève la main et je dis, je demande à sortir. Elle me dit pourquoi? J'ai dit pour aller faire pipi. Elle me répond non, on fait pipi pendant la récréation. Ah bien, j'ai pas dit rien. Je me suis levé, j'ai été dans le fond de la classe et j'ai fait pipi. Et puis je suis revenu m'asseoir. Alors, elle avait gardé ça comme souvenir, je pense, de moi, parce qu'elle n'avait pas dû le voir souvent. Mais j'avais fait ça tout naturellement. Hein? Pas dans un esprit de rébellion. Bon. Alors, quand j'ai été avec elle, l'année de mon certificat d'études, et elle était toujours la même. Moi aussi, mais... Alors, un jour que ça avait mal marché, et qu'elle m'a... Elle était prête, elle avait la baguette à la main. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai regardée, et effectivement, elle a renoncé, elle a bien fait parce que je l'aurais agressée. Je n'aurais pas supporté d'être battue. Elle l'a senti, et elle m'a donné une punition banale. Et alors, c'est elle qui a dit, il faut qu'elle continue ses études, et elle m'a fait passer les bourses. Alors j'ai été boursière. Mais ma bourse était... La situation de ma mère était tellement... je dirais, socialement difficile. Ils n'étaient pas payés puisqu'elle était blanchisseuse, elle était repasseuse en réalité, dans une des grandes propriétés foncières nobles de la région de la Brie, quoi, en pleine Brie. Et ma bourse représentait autant que tout ce qu'elle gagnait dans l'année. Autrement dit, elle ne pouvait absolument pas m'aider. Alors elle a quitté, elle est venue travailler alors à Melun, où j'ai été à l'école primaire supérieure et où j'ai fait des études d'école primaire supérieure. Mais je suis tombée sur une directrice, parmi toutes les directrices, intelligente, qui en somme a très bien compris que derrière mon tempérament rebelle, parce que j'étais rebelle à tout, j'étais rebelle du point de vue des normes, moi je faisais en somme ce que j'avais envie de faire, et j'ai des camarades qui en ont d'ailleurs abusé, se rendant compte que on n'avait pas le droit de sortir, mais elle me disait tu vas m'acheter un gâteau à l'épicerie du coin. Je sortais. Alors quand je rentrais, on disait que j'avais voulu me sauver, alors que jamais ça avait été dans mes intentions. Alors j'étais une élève extrêmement portée comme très indisciplinée, j'avais toujours 0 en conduite, alors que à mes yeux je ne faisais pas de choses vraiment répressibles. Et la directrice l'a compris. Et puis alors j'ai été protégée par les pupilles de la nation, qui chaque fois, parce que j'étais toujours sur la corde raide, sur le point d'être mise à la porte, parce que justement j'étais l'indiscipline incarnée. Alors les pupilles de la nation demandaient des raisons précises avant que je sois exclu. Et chaque fois, la direction des pupilles départementales disait non, c'est nous qui exerçons en somme le pouvoir paternel en quelque sorte,
Elle doit rester puisqu'elle a de très bonnes notes, c'est une bonne élève. Et c'est grâce, en somme, à la protection des pupilles que j'ai terminé mes études, quoi. Et c'est comme ça que j'ai été à Rouen, en 3e année de brevet supérieur. Alors à Rouen, j'ai accédé à quelque chose de tout à fait nouveau. Seulement, voilà, j'avais pas un sou. Et j'avais si peu d'argent que les petites vacances, je ne pouvais même pas prendre le train, je ne pouvais pas me payer le train pour revenir chez ma mère. C'est tout dire. Alors je restais toute seule à l'école primaire supérieure de Rouen, toute seule dans l'établissement où on me faisait à manger. Et dans la journée, tout de même, la directrice avait compris, elle me donnait l'autorisation de sortir. Si bien que c'est comme ça que j'ai visité Rouen. À Rouen, j'ai eu deux professeurs qui m'ont beaucoup marqué sur le plan politique. Une qui était vraiment franchement de gauche, et vraiment très très bien. Et qui se sont intéressés à moi. Et qui m'ont dit, mais il faut passer, moi j'ignorais tout, il faut passer le concours de 4e année d'école normale. Alors j'ai préparé en histoire, géographie et lettres. Je ne sais pas ce que... Ça devait être pas trop mauvais sans doute. Bref, j'ai été reçu. Alors j'ai donc quitté Rouen en 1936. C'est là qu'on battait des mains en écoutant les résultats, bien qu'étant interne, les résultats des élections. J'avais donc 20 ans. J'étais toujours interne, avec aucun droit de sortir. Et l'année d'après, j'ai donc été reçu en 4e année d'école normale. J'étais envoyé à Rennes. On était en plein pays breton, bretonnant à l'époque. À 4 km de Rennes à pied, personne ne parlait français. À l'école normale, on avait un professeur avec lequel je me suis énormément heurté, et c'est seulement après coup que j'ai compris qui il était. C'était un militant nationaliste breton. Et c'était notre professeur d'histoire. Alors là, vraiment, je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique, mais je jaugeais toujours les gens, c'était la liberté, c'était ça, c'est incroyable, c'est ma ligne directrice. Or, dans le même temps, je me suis opposé à ce professeur qui a dû d'ailleurs, je pense, c'est pas ce qu'il a fait pendant la Résistance, mais il aurait collaboré avec les Allemands que je n'aurais pas été autrement étonné. Enfin, je ne le sais pas. Quant à ma directrice, au contraire, elle était très laïque. Elle avait hérité de Pécaud, elle avait les idées de Pécaud, et militante laïque. Et quand il y avait de grands événements politique, elle nous réunissait, les 4e années, pas les élèves maîtresses d'école normale, mais les 4e années d'école normale, elle estimait que nous, on était en somme presque majeurs, quoi. Elle nous réunissait, elle nous commentait les choses, et elle nous tenait véritablement au courant du déroulement politique, non seulement national, mais international. Et je pense, je ne l'ai jamais revue, je pense qu'elle a dû s'engager dans la résistance, cette femme, parce que c'était tout à fait son style. Alors elle a bien aidé à ma prise de conscience. Il fallait que l'école laïque montre qu'elle était digne, qu'elle était supérieure aux écoles libres. Alors il fallait qu'on ait toutes les vertus, nous les élèves. Il fallait qu'on incarne les vertus de l'école laïque par rapport aux Bretons bretonnants, partisans de l'école libre et ennemis de l'école laïque. Alors, par exemple, on n'avait pas le droit de mettre les pieds dans un café. Or, nous, on avait formé un petit groupe, et comme on avait sorti libre toujours, on prenait les cours tantôt chez les garçons et tantôt chez nous. Alors on avait le droit de sortir et on allait prendre le café. Et voilà qu'un jour, à la sortie d'un café, on s'est trouvé nez à nez avec la directrice. Ça a été épouvantable. On a continué. Et de même, on sortait avec nos camarades garçons. D'ailleurs, pas nécessairement en tout bien tout honneur. Moi en particulier, je m'étais beaucoup éprise à l'époque. Il y avait un garçon extraordinaire qui était noir. C'était un Martiniquais qui était à l'école normale de Rennes, qui était extraordinaire et qui était charmant, avec qui on sortait. J'ai en somme 2 espèces d'itinéraires parallèles. Les pupilles de la Nation j'avais fini par adhérer à une des organisations d'anciens combattants. Il y en avait 3 à l'époque. Il y avait celle qui était vraiment de gauche, qui était plus ou moins dominée par les communistes. Il y avait l'Union fédérale des anciens combattants qui était dirigée par Pichot, qui est d'Orléans, et
et qui était en somme radicale socialiste, quoi, je dirais, qui était la plus grosse de toutes, et puis celle qui était à droite. Mais Pichot avait énormément d'affection pour moi. Et il voulait que je prenne la direction, car chez les anciens combattants, il y avait une direction des jeunes, des orphelins, quoi, des orphelins de guerre. Et Pichot, qui était très ami, qui était ami intime, qui était le président, il m'avait pris en affection, et il faut dire qu'à l'époque, sans me vanter, j'étais jeune et jolie, séduisante, puis j'étais gai, enfin bref, j'étais dans le train, quoi. Alors, il y avait tous les ans, il y avait des congrès d'anciens combattants. Alors, c'est avec les anciens combattants qui, moi, avaient été élevé dans la plus grande de toutes les pénuries. J'ai appris à bien vivre, car ces anciens combattants étaient de joyeux lurons. Bon, à leur banquet, on mangeait bien, c'est là que j'ai appris à apprécier les bons vins. J'ai le souvenir en particulier d'un des derniers banquets, le dernier que l'on avait fait à Vertu, en plein Champagne, en pays champenois. Moi, j'ai découvert le champagne ce jour-là. Le repas, tout le banquet était offert par un producteur, évidemment, de champagne. Depuis le début jusqu'à la fin, on ne buvait que du champagne à volonté. C'était extraordinaire. On avait fait le congrès l'année d'avant dans le Lyonnais, dans un petit pays, à Fleury. Alors, à l'entrée de Fleury, qui est un cru du Lyonnais, les gens, tout le pays était bordé tous les producteurs de vin étaient alignés et on dégustait le Fleury à longueur de journée. Et tout le monde était très très gai, ce qui n'empêchait pas Pichot, qui avait été reçu par Hitler à titre d'ancien combattant de la guerre de 14, qui est le seul à avoir été autorisé à parler à Berlin publiquement, qui est revenu en nous disant, en nous faisant, c'était un très républicain, Pichot. Il a dit Hitler, c'est un personnage extraordinaire. Il avait ressenti le magnétisme. Il n'y avait pas cédé, mais il avait été sensible. Et lui, justement, parce qu'il avait été gravement blessé à la guerre de 14, soigné dans un hôpital allemand, il était revenu estropié, mais parlant l'allemand. C'est pourquoi il pouvait aller à Berlin et s'expliquer en allemand. Et alors, il était partisan d'un rapprochement franco-allemand. Il disait c'est la seule solution pour qu'on n'ait pas une nouvelle guerre. Alors, donc, il était allé dans cet esprit-là à Berlin, reçu par Hitler. Et il fallait que je collabore avec celui qui était, tu vas voir comme c'est la vie, avec celui qui était l'équivalent de ce que j'aurais été à Paris, qui était l'équivalent à Berlin. Et cet équivalent, c'était Otto Abetz. Ben oui, mais à l'époque, personne ne connaissait Otto Abetz. Et j'ai dit non. J'ai dit je ne veux pas. Heureusement. Car à ma place, il a embarqué dans cette aventure, je n'ai jamais su son nom au garçon, un jeune agrégé d'histoire, je ne sais pas ce qu'il est devenu, le pauvre gars. Parce que quand les Allemands... Alors, il a donc patronné Otto Abetz, qui est venu à Paris bien avant que la guerre éclate, comme pupille de la nation allemande. Ce que les gens ne savent pas toujours. Et patronné, dans le fond, par ce malheureux Pichot qui ne se doutait pas de ce qu'il patronnait. C'est assez... Et alors, moi, je suis resté en dehors. Je n'ai pas voulu adhérer à rien, quoi. Et pendant ce temps-là... Mais j'ai été comme ça, très sensible à tous les problèmes politiques de l'heure. J'ai approché le nazisme, c'était la perte de la liberté, essentiellement. C'était essentiellement un mouvement... vraiment dirigé contre la liberté, contre les juifs bien entendu. Je ne connaissais pas le problème juif. Moi j'ai été élevé dans une campagne où jamais j'ai entendu prononcer le mot juif. À 50 km de Paris. Non mais tu vois, jamais je n'ai entendu prononcer le mot juif. C'est à l'Union fédérale, quand après nos congrès là, on discutait et ils disaient bon il faut organiser maintenant l'accueil des juifs. Alors pourquoi? Bon d'accord. Le fascisme, je l'ai connu comme ça. Et par notre directrice d'école normale, qui elle, alors, au moment de l'Anschluss, nous a vraiment dit les choses. Et je passe ma dernière partie de professorat en juillet 1939. Et j'ai même fait mon oral le jour du 14 juillet. J'étais vicieux. Je demande à partir en Algérie. J'aurais voulu aller en Afrique noire, mais c'était interdit aux femmes seules. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils craignaient? On avait le droit de demander, quand on était femme et célibataire, que l'Algérie. J'ai demandé l'Algérie sans rien dire à ma mère, d'ailleurs. Et puis, c'était donc le 14 juillet, je suis reçu dernière
de justesse. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une épreuve à l'oral, pour être professeur d'histoire et de géographie, il y avait une épreuve de couture. S'il y avait eu une épreuve de gymnastique au choix, j'aurais été reçue première, car j'étais très très sportive, et je voulais être professeur de gymnastique d'ailleurs à l'époque. Mais la couture, jamais j'avais su tenir une aiguille. Alors, on a eu comme épreuve, je m'en souviens encore, écoute, ils étaient vicieux, une pièce à 4 coins. T'as déjà essayé? Non, ben t'essaieras. Alors, je suis arrivé en bouchée 3 quand même. Ben, il est resté un trou, le 4e. Alors, j'ai dû avoir une note. Je devais avoir de très bonnes notes ailleurs, parce que j'ai quand même été reçu à l'oral, mes dernières. Alors, donc, j'ai demandé à l'Algérie, et puis je suis parti en vacances, donc, à Nice. Et alors là, la mobilisation s'est faite pendant que j'étais à Nice. J'ai entendu, moi, la déclaration de la guerre. C'est très impressionnant. C'est prodigieux. On était dans un café à Vence. Parce qu'on s'amusait bien quand même à la colonie. Hein. Et tout le monde, il y avait une tension, mais comme il y avait déjà eu tension l'année d'avant, en 38, et puis que ça s'était bien terminé, il y avait une tension en 39, mais enfin, personne n'était prêt à une déclaration de la guerre. Et tout d'un coup, on était là, tu vois, sur la terrasse du café à Vence. Car Vence, c'était très très agréable à cette époque-là. Tout d'un coup, alors, tout s'arrête. Les sirènes, quand c'était des sirènes, sonnent, ou alors les cloches. Silence de mort. Et la déclaration de la guerre. Alors, ça, ce sont des moments, je crois, uniques dans la vie. Heureusement d'ailleurs. Instantanément, c'est une chape de plomb qui est tombée sur les gens. Plus personne n'a rien dit. Les gens ont payé, se sont levés, ils sont partis. Et les hommes, immédiatement, tous les hommes, ont sorti le portefeuille et regardé la feuille de route. Je venais d'apprendre à conduire, je conduisais l'auto qui appartenait à mes amis, qui dirigeait la colonie. Lui, il était mobilisé immédiatement, officier de réserve de la guerre de 14. C'était lui qui avait le commandement de la gare de l'Est. Il s'en va. Je prends la direction de la colonie, 300 mômes à nourrir, tous les trains bloqués pour transporter les soldats, enfin bref. Et dans notre hôtel, on était dans le quartier russe, l'ancien quartier russe de Nice, où il y a un immense hôtel. On occupait tout un étage de cet hôtel. Les étages du dessus, on nous a amené des militaires avec des petits bourricots. C'était un régiment marocain avec plein de petits bourricots. Et tous les matins, on est resté là 3 bonnes semaines, on ne pouvait pas partir. On n'avait plus d'argent. C'était admirable. Alors avec les mulets des Marocains, on allait au marché, puis on se débrouillait, on discutait, on achetait. On a été pris en charge en somme par ces bons Marocains. Seulement on était très inquiets parce qu'on avait une colonie mixte et tout le monde nous avait dit faites attention aux petits garçons. Problème, je ne sais jamais rien passé. Et puis alors on a rembarqué, on a fini par pouvoir rapatrier les gosses et je suis remonté sur Paris. Mais à ce moment-là, mon frère était mobilisé et je savais que ma mère, si elle savait qu'en même temps que je regagnais l'Algérie, elle allait se trouver toute seule. Et s'il arrivait quelque chose à mon frère, je me suis dit, elle ne s'en remettra pas. Alors, par les anciens combattants, avec qui j'étais ami, donc devenu très ami, on a agi au ministère de l'Éducation nationale pour annuler ma nomination en Algérie et rester en France à proximité de la région parisienne. Et alors là, tu vas bien t'amuser. En fait, région parisienne, j'ai été nommé à Charleville, qui était à l'époque zone de guerre numéro 1, c'est-à-dire on était zone frontière, et on avait le droit de circuler 5 km autour de Charleville. Et j'étais avec une voiture, celle de mes amis, immatriculée des Alpes-Maritimes. Alors, arrivé en voiture à Charleville, en pleine zone de guerre, immatriculée des Alpes-Maritimes, tout de suite on a dit c'est une espionne. Ça n'a pas facilité beaucoup mon installation. Et puis je suis resté là jusqu'à ce qu'on évacue, quoi. On a été évacués d'office, nous on n'a pas eu l'embarras du choix. On a évacué la veille de la Pentecôte. Les Allemands avaient déjà suffisamment avancé. Ils devaient déjà être à Sedan quand on est parti, parce qu'on entendait déjà le canon.
Et alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que l'amie qui vivait avec moi, qui était la femme du capitaine, là, qui était venue avec moi puisqu'elle était toute seule, je l'avais 8 jours avant en voiture ramenée dans la région parisienne, j'habitais Paris. Et je lui avais laissé la voiture. Je lui avais dit je viendrai aux vacances de la Pentecôte en train. Les vacances de la Pentecôte, ça a été l'attaque allemande. Interdiction de quitter les lieux. Dans un premier temps, on n'avait pas le droit d'évacuer. Deuxième temps, quand évidemment les Allemands attaqués, ils ont percé le front, on a eu l'autorisation de partir, illico presto, car on avait un lieu de repli de prévu. Dans les Ardennes, on devait se replier en Vendée. Moi, je devais aller à Chef-Boutonne, où j'ai jamais mis les pieds d'ailleurs. Et alors, on nous a dit, donc, vous pouvez partir. Mais moi, j'avais plus rien pour partir. Les trains pris d'assaut, le peu de trains qu'il y avait. Et je logeais dans une chambre en sous-location. Et mon locataire était chauffeur professionnel dans une des plus grosses usines métallurgiques de Charleville. Et son patron, le jour où tout le monde a dit on part, lui, ils avaient plusieurs voitures, il a dit à son chauffeur, je vous donne une voiture et vous partez avec. Alors, il est avec lui et sa femme. Chose extraordinaire, personne ne faisait de cadeaux à ce moment-là. Les égoïsmes ont été terribles. Il est venu, il m'a dit, écoutez, mademoiselle Trempé, j'ai une place, dans une demi-heure, je vous emmène. Alors j'ai quitté Charleville en voiture, conduite par le chauffeur, et il m'a amené à la gare de l'Est, où le mari de mon ami était donc commandant militaire de la gare de l'Est, le dimanche, la veille de la Pentecôte. On est arrivé, quand on est parti tout de suite, nous, que lui, il avait l'habitude de conduire, on a rencontré les Parisiens qui venaient passer les fêtes, le week-end de la Pentecôte dans la forêt de Compiègne, qui ignoraient tout. Si bien que quand on s'est arrêté pour prendre de l'essence et qu'on a dit, on nous a pris pour la 5e colonne.